Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ma seconde conversation avec Michel Favory. Michel Favory, bonjour. Bonjour. Sur le théâtre et autour de sa propre activité. Donc, nous avons parcouru les années où vous étiez successivement apprenti dans l'entreprise de votre père, puis militaire sous les drapeaux en Algérie, puis finalement étant saisi par la volonté de réaliser un rêve que vous aviez depuis l'âge de 8 ans et le moment où, à la radio, vous écoutiez les retransmissions ou les créations théâtrales, vous écrivez à votre père qui, comme peu de pères l'auraient fait, vous dit « Eh ben d'accord, à condition que tu n'oublies pas la famille », avait-il ajouté, ce qui ne rend sa réponse que plus sympathique. Donc, vous entrez au Cours Simon, du Cours Simon, vous êtes au Conservatoire, du Conservatoire, vous êtes chez Renaud Barrault, chez Renaud Barrault, vous manquez de peu d'entrer à la Comédie Française, mais finalement, ça ne se fait pas, et vous vous mettez, si je puis dire, à votre compte, et puis, un beau jour, donc, vous entrez à la Comédie Française. Alors, on entre comme pensionnaire, et à ce moment-là, vu de l'intérieur, comment vous paraît la Comédie Française et qu'est-ce qui vous surprend, en bien ou en mal, dans cette institution unique en Europe, et même au monde? Je crois que la Comédie Française faisait peur et fascinait. On entendait tellement de choses issues suintant des murs de cette maison, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle faisait peur à cause de ces soi-disant messieurs ou dames qui avaient pris le pouvoir, qui ceci, qui cela, qui dirigeaient tout, les clans, paraît-il. Ouais. Bon, bah. Moi, l'histoire de la Comédie Française, j'avais fait un trait dessus, en me disant, peut-être dans une vingtaine d'années, parce que je m'étais appuyé aussi sur une chose qu'on m'avait dite le père Simon. Il m'avait dit, tu es formidable, mais pas avant 25 ou 30 ans. Tu auras ta pleine machin. Bon. Évidemment, il me repoussait un peu, c'était pas tellement drôle. Quand on en a 25, de se dire, il y a encore, bon, enfin. En tout cas, j'avais tellement confiance que j'ai pris ça, voilà, comme argent comptant. Et j'ai mis mon mouchoir par-dessus. Et quand il s'est agi, parce que ça c'est grâce à Jean Le Poulain, qui est venu me voir un jour. Qui était administrateur général à l'époque. Administrateur général, qui était venu me voir dans Tête d'or, que j'avais joué au Bouffe du Nord, même Claudel, qui m'avait dit, mais pourquoi n'êtes-vous pas à la Comédie Française? J'ai dit, voilà, bah oui, je le demande. Et il me dit, envoyez un petit mot à Toja, c'est pas possible, etc. J'envoie un petit mot à Toja, charmante réponse. Toja était le doyen à l'époque. Il était quoi, le doyen? Non, il était administrateur. Il était 3 ans administrateur. Ah oui, c'est vrai, oui, absolument. Ouais, 3 ans. Et donc Jean Le Poulain n'était pas encore. Ouais. Et il était donc administrateur nommé par ses pairs, je crois. Enfin, c'est une période un peu difficile. Charmant, me disant « mais vos camarades n'estiment pas que… » etc. Enfin, comme on sait bien tourner les choses à la Comédie Française. Voilà, donc je m'en fiche un petit peu, je laisse tomber, etc. Quelques années après, je joue avec Jean-Paul Zenacker dans un Hamlet sous chapiteau, à la Porte Champéret, avec la reproduction intégrale de la façade du théâtre anglais, avec Maria Mauban, etc. Il y avait des tas de gens. Il vient voir le spectacle, il me dit à la fin, mais pourquoi êtes-vous pas au Français? Je dis, écoutez, je ne sais pas, voilà, j'ai envoyé la lettre, j'ai reçu une lettre, qu'est-ce que j'y fasse? Je laisse comme ça. Il était très sympa, très très sympa, vraiment. C'est un homme que j'estimais beaucoup. Et il me dit, mais je viens d'être au comité, laissez-moi faire. Je l'ai laissé faire longtemps, 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, ben voilà, il voulait m'engager
parce que Kakoyanis devait venir, la trilogie des Atrides, donc il voulait refaire une troupe tragique, c'était son... Ça, on parle de Le Poulain, là. Le Poulain, oui, je parle. C'était pas clair. À un moment, il y a entre Toja et Le Poulain, il y a pu y avoir une petite confusion. Oui. Donc, parce que là, à ce moment-là, il n'était pas encore... Oui, il n'était pas encore administrateur. Et il me dit, écoutez, laissez-moi faire. Bon, voilà, j'ai laissé faire. Puis un jour, coup de téléphone, monsieur, vous êtes toujours d'accord, etc. Passez me voir. Je signe mon contrat un 8 février, je me souviens. Je m'embarquais ensuite pour aller jouer chez Lorca, là-bas, mon ami Lorca, dans le Jura, Besançon. On fait la première, et le soir, ma femme me téléphone en me disant « Jean Le Poulain est mort ». J'avais signé 3 semaines plus tôt. Ça m'a fichu un coup terrible. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'étais très triste. Mais il a été fidèle à sa parole. Il l'a fait. Et, voilà. Et donc, Jean Le Poulain n'est plus administrateur car il est mort. Mais vous êtes embauché. Ouais. Et même si le successeur ne vous avait pas apprécié, il n'était pas dans son pouvoir de vous pousser dehors. On signe un contrat de 10 ans, je crois, quand on est pensionnaire. C'était fini, oui, 10 ans. 10 ans. Donc vous étiez là pour 10 ans. Et qui était d'ailleurs le successeur? C'est complètement... le successeur de Jean Le Poulain, c'était... Jean Le Poulain, c'était Antoine Vitesse. Hein. C'était Vitesse directement. Antoine Vitesse, oui. Fort contraste. Moi, je suis rentré le 15 septembre, en même temps. Le même jour qu'Antoine. Ouais. On s'est croisés dans les couloirs, on s'est dit, merde, on vous souhaite. Malheureusement, 1 an et demi après, malédiction, Antoine nous quitte. C'est lui qui est mort 1 an et demi après. C'est Jean-Pierre Vincent qui lui succède, non? Ah non, Vincent, c'était avant. Ah bah oui. C'était avant Le Poulain, C'était juste après, c'est après Toja ou avant Toja? Après, je pense. Après, oui. Il me semble. C'est comme ça. Et donc, en tout cas, vous allez avoir devant vous 30 ans de Comédie Française. Vous êtes sociétaire 3 ans après, oui. Bien avant la fin de votre contrat de pensionnaire. Et là, vous êtes pleinement dans la maison. Oui. Vous en observez les particularités, vous observez la différence entre la réalité et la réputation, ou les bruits, puisqu'après tout, c'est un milieu petit dans lequel donc les bruits favorables ou défavorables peuvent circuler facilement dans la Comédie Française, mais aussi à l'extérieur. Mais avant, vous avez vu beaucoup de théâtre et vous avez vu beaucoup de troupes provisoires constituées pour un spectacle fonctionner. À la Comédie Française, on a tout ce qu'il faut. Oui. Donc, il suffit de vouloir. Il suffit quelquefois aussi quand même d'avoir l'argent qu'il faut pour une production qui peut être très onéreuse. Quand on monte Le Soulier de Satin, évidemment, c'est plus cher que quand on monte les pièces en un acte de Feydeau. Mais sinon, il y a des corps de métier qui peuvent tous concourir à la réussite d'un spectacle. Comment travaille-t-on dans ces conditions-là? Est-ce qu'on peut ne s'occuper que de son texte? Est-ce que moi, je rends hommage à l'équipe, évidemment, des sociétaires, machin, etc. Mais la façon dont fonctionne la maison avec tous ces corps de métier me fascine. Je trouve que c'est le plus bel exemple de fonction d'une entreprise. À la virgule près, tout est prêt, tout se fait, tout sans qui, si je puis dire. Et il y a toutes les réunions en aval, toutes les réunions en amont, et toutes les réunions en aval nécessaires pour que tout rentre exactement. C'est à l'échelle du décor, quand il prend sa place pour la première fois, manipulé par les trucs. Et là, on voit si ça marche. Pas avant. Et ça, c'est merveilleux de voir ça. C'est un mouvement d'horlogerie plein de talents merveilleux. À l'extérieur, ce seraient des comment dirais-je, des ouvriers. Oui, comme on est le meilleur ouvrier de France. Voilà, exactement. Les meilleurs. J'en veux pour preuve également par exemple, celui des accessoiristes.
le rôle des accessoiristes qui fabriquent, mais à la virgule près, des petits accessoires que personne ne verra, sauf celui qui les a dans la main. Ça me rappelle l'histoire, vous savez, de Visconti, le premier jour de tournage de son chef-d'œuvre. De Moravasi ou du Guépard. Voilà. Et qui appelle Burt Lancaster. Il ouvre le premier tiroir de son bureau. C'était bourré d'objets extraordinaires, d'une très grande beauté. Il lui dit, voilà, ça, vous ne vous en servirez jamais, on ne le verra pas, mais c'est à vous. Ouais. C'est sublime. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, c'est toutes ces choses-là reportées à tous les services, tous, qui agissent sur le plateau, bien sûr. C'est magnifique. J'ai eu la chance de travailler avec la Comédie Française pendant assez longtemps, entre 2005 et 2012. D'abord uniquement pour la radio, en demandant à la troupe de participer à une émission sur les chansons, en interprétant les chansons que je leur proposais, puis ensuite sur scène, quand Muriel Mayette était administrateur général et qu'elle avait souhaité qu'on prolonge sur la scène ce qu'on faisait dans les studios de Radio France. Vous avez fait partie depuis le début et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière représentation de cette aventure. Moi, j'en ai gardé un très bon souvenir de camaraderie. Alors bien sûr, il n'y avait pas d'enjeu. Je suis pas metteur en scène. Il s'agissait simplement de bien distribuer les chansons. C'était l'essentiel de mon travail, consistait à me dire tiens, cette chanson-là, ce sera pour elle ou ce sera pour lui. Et ensuite, avec l'aide de Perrine Mingui, qui était une réalisatrice, elle a pris sa retraite, mais exceptionnelle, et avec l'aide d'un pianiste formidable, qui est Pascal Sangla, de faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Alors, je voudrais juste j'espère le plaisir de nos auditeurs, qu'on vous entende dans l'une des chansons que vous avez interprétées. Vous l'avez interprétée aussi dans la dernière représentation. C'est une chanson qui parle de théâtre. Que j'avais utilisée pour présenter mon projet à la troupe quand Muriel Mayette m'avait demandé de faire ces émissions à France Inter. C'est une chanson qui s'appelle Le Moucheur de Chandelle qu'on va entendre, mais peut-être vous avez un mot ou deux à dire, soit sur cette expérience que nous avons menée ensemble de cabaret, soit sur cette chanson en particulier. Ce ne peut être qu'un mot de remerciement, et un mot de remerciement ému pour nous avoir permis de franchir cette dernière étape formatrice de l'acteur, c'est-à-dire le chant. Nous n'avons jamais l'occasion, ou pratiquement jamais, sauf peut-être quand on fait la vie parisienne, quand on fait des choses un peu... Hein, nous n'avons jamais, ou pratiquement jamais, l'occasion de faire ça. Quand on le fait, c'est avec grand plaisir. Et cette aventure-là a déclenché un besoin et un engouement vers le chant, qui est tout bénéfice pour la maison et pour les acteurs, car pour entretenir le gosier, comme on disait au 19e, pour entretenir le gosier, c'est vraiment jusqu'à présent la seule chose qui subsiste, malgré tout ce qu'on peut raconter, etc., hein, qui subsiste de réel chez l'individu, c'est cette émission unique, parlée ou pour nous maintenant, pour les acteurs de la comédie, grâce à vous et grâce à cette arrivée extraordinaire et que les gens adoraient. Moi, je me souviens qu'on m'arrêtait dans la rue pour me dire « Ah, honnêtement, etc. » « Mais non, pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois, etc. » Ils étaient vraiment très, 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 très heureux. Eh bien, écoutez, on va entendre un des moments de ces bonheurs partagés. C'est donc la chanson interprétée par vous du Moucheur de Chandelle. Je suis le moucheur de chandelle, j'arrive quand tout est fini, quand Valère épouse Isabelle, quand Molière est déjà parti. Dans mon habit couleur muraille, je déclame un alexandrin, et je vais dormir sur la paille, tout près du manteau d'Arlequin. Je suis le moucheur de chandelle. Le théâtre a sa tête vide,
des gros sommeils d'après minuit. Paul oublie déjà son suicide dans les bras de sa Virginie. Dans le cercueil de naphtaline, j'ai rangé le sac de Scapin, les mensonges de Colombine, les gros chagrins de Chérubin. Je suis le moucheur de chandelle. Je salue quand finit la fête, tout s'achève par des chansons. Je veux parler mais tout s'arrête, car l'amour a tué Manon. Je suis le moucheur de chandelle, j'éteins le rêve en séquinquet, j'éteins mon cœur pour Isabelle, qui ne m'a jamais regardé. Je suis le moucheur de chandelle. Voilà, mes chandelles sont mortes, j'emporte le dernier bravo dans ma vie qui ferme sa porte à mon âme de Roméo. Le théâtre crie dans mes veines, il a brûlé toute ma joie, et je vais dormir sous la scène, car ma comédie finit là. Je suis le moucheur de chandelle. Et je vais dormir sous la scène, car ma comédie finit là. Je suis le moucheur de chandelle. Michel Favory, vous avez dit un mot, ou plus exactement à plusieurs reprises, vous avez essaimé comme ça des mots sur la formation des acteurs. Vous vous en êtes mêlé de la formation des acteurs et vous avez toujours tenu à être disponible pour cette formation des acteurs. Comment la concevez-vous et comment la menez-vous? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai été confronté à ça très tôt. J'avais 25 ans. Immédiatement, Jean Périmoni vient me voir et me dit « Monsieur, j'aime bien votre diction. Est-ce que vous accepteriez de parler de ça à mes élèves de première année, mais tout jeunes, etc. » Alors, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai dit, bah écoutez, on peut faire un essai, on peut voir, moi, je peux venir écouter. Et dans le temps, c'était rue Corneille, son studio. Et je vois ces jeunes gens, presque des gosses, enfin, vraiment, des toutes jeunes filles, des tout jeunes hommes, rassemblés, en principe, pour la poésie. Et je me suis pris au jeu, comme toujours, quand on veut s'occuper des gens, sérieusement, on se laisse prendre au jeu, parce qu'il n'y a vraiment que ça, cette matière merveilleuse du vouloir acharné. Et quand j'y repense, je me dis que ça m'a été... C'est ça, finalement, qui m'a donné l'idée d'ensuite répondre à Jean Meyer quand il m'a dit... parce que j'avais joué La Ville dont le prince est un enfant pendant 2 ans, au Théâtre Michel. J'avais remplacé Paul Gers. Et pendant ce temps-là, on m'avait demandé de prendre un atelier à la rue Blanche, de remonter des spectacles, de monter ce que je voulais. Une classe d'ensemble. Voilà. Et là aussi, je me suis pris au jeu avec des jeunes gens beaucoup plus âgés, et qui, eux, se présentaient au conservatoire, donc avaient d'autres ambitions. Et alors, je n'ai jamais eu aucune méthode, rien. Ce que j'ai entendu au conservatoire, j'aurais pu l'entendre ailleurs, sauf que j'avais une admiration sans borne pour le père Simon, et ça, celle-là, elle ne me quittera jamais jusqu'à la mort. Non pas que ce fût un prof de théâtre, ça veut dire quoi? Quelque part, ça veut dire quoi? Je me demande toujours. Ce qui est beau, c'est d'accompagner, c'est de révéler, c'est de socratiser un peu la chose. C'est faire accoucher le jeune de ses vérités, de ses propres vérités. Et faire en sorte que ça passe par le biais d'un texte très souvent génial.
Très souvent génial. On a de la chance quand même. Donc je me suis pris au jeu, c'est un exercice dangereux parce que les jeunes gens sont des gens faibles qui sont instables sur le plan sentimental, qui sont pas faciles et quelquefois même, disons, un peu difficiles à cerner, mais formidables. Mais j'ai bien aimé ce passage-là. Je suis resté 10 ans. Je me suis plus entendu avec la direction, donc je suis parti. Voilà, j'ai arrêté d'enseigner à ce moment-là. Et quel était l'objet de votre désaccord avec la direction, sauf si c'était une question personnelle, mais c'était sur la méthode, c'était sur la conception? Non. C'était quelqu'un que je trouvais illégitime dans sa position. Oui, ça, c'est évidemment une assez bonne raison, Oui. c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une assez bonne raison. Un monsieur qui était à côté de ses pompes, mais qui voulait être au milieu de ses pompes. Il n'y a rien de pire. Je ne dirai pas plus, paix à son âme, mais voilà. Il y a eu Jean Deschamps, il y a eu, que j'adorais, que je trouvais c'est un homme un peu fantaisiste, mais rigolo, j'adorais. Et puis qui est parti, malheureusement. Et puis lui qui est arrivé, balancé par je ne sais quelle institution, ça s'appelait le Centre de la Rue Blanche quand je suis rentré. Ça s'appelait l'ENSAT quand je suis sorti. Oui. C'est vous montrer le Oui, c'est ça, l'École nationale supérieure des arts du théâtre. Voilà. Oui, la Rue Blanche, c'était gentil aussi. Le résultat, c'est que ça a donné à chaque section une seule idée, c'est de s'asseoir sur ce truc pour aller dans une autre université. C'est d'avoir des équivalences. Oui. Mais les mômes qui voulaient être des régisseurs comme ça, des costumiers comme ça, rester des artisans. À ceux-là, il fallait qu'ils passent un bac qu'on leur faisait. Quelle humiliation. Oui, c'est horrible. Qui avait aucun rapport de nécessité avec leur vocation et leur capacité. Mais l'université, ça m'a pas. Je n'ai pas pu. Oui, c'est une mentalité qui a essaimé, malheureusement, dans le théâtre, mais aussi ailleurs. Donc, au bout de 30 ans, vous quittez la Comédie Française, vous prenez votre retraite, vous êtes sociétaire honoraire, et vous retournez sur ces 30 ans, enfin, tel que je vous connais, vous retournez pas spontanément, mais je vous retourne, et je vous demande de regarder ces 30 ans, et comme ça, spontanément, qu'est-ce qui vous revient comme souvenir? Bon, mauvais, comme contact, comme personne, comme confrère, comme camarade. Je vais vous avouer une chose, je suis incapable de me souvenir de mauvais souvenirs. J'en suis, mais vraiment incapable. Je ne me vois pas en train de dire oh là là, mais j'aurais dû faire autre chose à ce moment-là, j'aurais pas dû accepter ça. Rien de tout ça. Dans n'importe quelle situation aux Français, moi j'avais un principe, c'est de ne pas me mêler. Je disais, c'est la tache d'huile. Reste, tu sauras suffisamment de choses, suffisamment au bon moment pour prendre... il y a des réunions, il y a tout ça, très bien. Mais pas de truc de couloir, non, sûrement pas. Même quand j'étais au comité, surtout quand j'étais au comité, ne pas se laisser gagner grignoter par le... Un mot pour nos auditeurs, le comité, qui se réunit tous les ans au mois de décembre, si je me trompe, oui. a pour fonction... Il est composé donc de comédiens qui sont élus par leur père. 3. Plus des assesseurs, des suppléments. Et il y a 3 nommés par l'administrateur, 3 par la société, ça fait, et plus les 2 voix de l'administrateur, ça fait 8, 3 et 3, 6, c'est de 8 personnes. Et donc, chaque année, on se réunit pour prendre un certain nombre de décisions, dont celle importante ô combien des nominations. Ouais. Quel sociétaire... ou des renvois. Voilà, ou des renvois. Quel pensionnaire va passer sociétaire? Quel sociétaire va
étant arrivé au bout, alors c'est combien? C'est 15 ans le premier contrat? 10 ans? De sociétaire, Ouais. 10 ans. 10 ans. 10 ans, ouais. Ce sont les 10 ans. Donc au bout de ces 10 ans, quel sociétaire va être renouvelé? Quel sociétaire va être invité à passer la porte? On imagine la tension Ah bah oui. dans la maison et l'importance de ces décisions. Et puis, et puis il s'agit de décider quelque chose pour des gens avec qui on a quelquefois joué souvent, qui on s'est bien entendu. Et vous avez fait partie de ces membres du comité bien de sûr. ces décisions. Bien sûr. Jusqu'au moment où je n'ai plus supporté. Mais là, ce serait trop long. Et puis, je peux pas. Il y a des gens que je serais obligé de nommer, donc je ne le ferai pas. Et je n'ai pas du tout envie de faire ça, du tout. Simplement, je dirais que cette façon d'être est la meilleure et la plus mauvaise que je connaisse. C'est comme la démocratie, selon Churchill, c'est exactement pareil. On ne peut pas trouver plus démocratique que ses propres pairs, mais on ne peut pas non plus éviter les débordements d'un genre antipathie notoire qui ne devrait pas exister non plus. Seul le talent devrait présider aux décisions. Ouais. Ou la fatigue, ou je sais pas, n'importe quoi. Mais, j'ai été au comité, 8 jours avant, j'en dors pas, et 8 jours après, j'en dors toujours pas. Parce que c'est quand même quelque chose de terrible de devoir parler pendant un certain temps de tout ce qu'on a vu, de le monsieur ou la dame ou la demoiselle qui passe. Et le verdict qui tombe à la fin, quand on vote, au moment du vote, parce qu'on commence par discuter et on vote à la fin de la session. Et ça m'a toujours pas, mais vraiment fait mal, quoi. Je n'arrivais pas à prendre la décision de virer quelqu'un. Et à un moment, quand j'ai jugé bon que ça suffisait comme ça, j'ai dit à mes camarades, je refuse pas, c'est un devoir, hein, d'aller au comité. C'est un devoir, ça c'est très bien, c'est comme voter, en principe. Je ne refuse pas si on me nomme, mais je ne le désire pas. À partir de ce moment-là, disons, favori, ne veut pas, etc. Et j'ai été tranquille les 10 dernières années de mon sociétariat. Voilà. Pour dire, je reviens sur ce que j'ai dit là, ça me semble être la meilleure, jugée par ses pairs, gardée ou non. Oui, et si c'est une consolation, il me semble qu'on peut se dire que les choix dominés non pas par des considérations professionnelles, mais par des inimitiés ou des amitiés personnelles, il n'y a pas de mode de nomination qui en soit à l'abri. Non. Que par conséquent, il y a une petite chance qu'il y ait davantage de considérations professionnelles, surtout dans le fait que, comme vous l'avez rappelé, on ne vote pas tout de suite, on parle. Et on parle sur des bases qui sont relativement factuelles, c'est-à-dire qu'on passe un peu en revue les rôles que tel ou tel de vos camarades... On parle et on entend les autres parler. C'est ça le truc. Et moi, un jour, j'ai surpris des conciliabules téléphoniques qui se sont faits entre membres du jury. J'ai dit non, ça, non. Ça, non. Le devoir de réserve, pas l'acquis, le devoir. Vous devez vous taire avant de... C'est trop compliqué et c'est trop difficile à faire. Et ça engage trop par moments des choses difficiles à supporter, des choses... on a eu des suicides quand même. On a eu ça du temps de Jean-Antoine. On a eu des jeunes gens qui on ne joue pas avec ça, quoi. Voilà. Ouais. C'est un des éléments, je dirais, dramatiques à l'intérieur d'une maison qui, quelquefois, après avoir représenté le drame, doit le connaître dans la réalité. Mais ça n'est pas le souvenir le plus marquant que vous gardez de la Comédie Française. Vous avez finalement
été pendant 30 ans professionnellement heureux à la Comédie Oui, Française. oui, oui. Il faut dire que vous avez aussi un certain don pour être heureux dans le travail, et vous l'aviez été avec Renaud Barrault, et vous l'avez été aussi quand vous avez joué quand vous rappeliez tout à l'heure que vous aviez joué Monterland au Théâtre Michel. Enfin bref, vous avez eu une belle vie de comédien. Oui. Je vous remercie d'être venu l'évoquer, non pas la raconter, parce que ça Une nous très aurait belle plus de vie. temps. Et vraiment, j'insiste, mais il faut le vouloir. Il ne faut pas l'attendre ou le souhaiter, il faut le vouloir. Avoir une belle vie, je dis ça pour les jeunes gens. Michel Favory, merci beaucoup.